L'avenir n'attend pas les dinosaures, Antoine. Ces mots, froids comme l'acier du gratte-ciel où ils furent prononcés, claquèrent dans le silence du bureau Open Space. Tous les regards, une vingtaine de pères d'yeux jeunes et ambitieux, se tournèrent vers l'homme de 68 ans, debout près de son chariot de nettoyage. Il tenait à la main un vieux seau en métal, un peu cabossé par des années de service loyal. Le jeune homme qui venait de parler, Victor Dubois, PDG de la start-up, arborait un sourire suffisant. Un sourire qui valait des millions et qui ne cachait aucune chaleur. La scène était plantée pour une humiliation publique, une de celles qui vous brisent un peu plus chaque jour. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Antoine, donc, se tenait là, le dos un peu voûté mais le regard toujours droit. Ses mains, marquées par une vie de travail honnête, serraient la anse du seau. Ce travail, cet uniforme bleu, c'était bien plus qu'un simple gagne-pain pour lui. C'était la ligne de vie qui le reliait à sa petite fille, Lily. À 7 ans, elle se battait contre une maladie rare, une de ces injustices silencieuses qui dévorent les économies d'une famille. Chaque euro qu'Antoine gagnait en nettoyant ses bureaux impeccables était immédiatement transféré via son application bancaire pour payer les soins, les médicaments, les spécialistes. Chaque notification de paiement validée sur son vieux smartphone était une petite victoire contre le désespoir. Perdre ce travail n'était pas une option. C'était la fin de tout. Victor Dubois, 28 ans à peine, était l'exact opposé. Dans son costume sur mesure qui coûtait plus cher que 6 mois de salaire d'Antoine, il représentait le succès insolent, la technologie triomphante. Il aimait les démonstrations de pouvoir, surtout devant sa jeune équipe qui buvait ses paroles comme si elles étaient la promesse d'un futur doré. Aujourd'hui, Antoine était son exemple. Victor s'approcha, prit le vieux seau des mains d'Antoine avec un air de dégoût. « Regardez ça », dit-il à la cantonade. « C'est un symbole de tout ce qui est lent, inefficace et dépassé. C'est le passé. Et ici, nous construisons l'avenir. » Certains jeunes employés ricanaient, d'autres, plus humains, baissaient les yeux, profondément gênés par la cruauté de la scène. Avec un geste théâtral, Victor se dirigea vers une grande poubelle de recyclage et y jeta le seau. Le bruit métallique résonna dans le silence pesant comme un coup de fusil. Le cœur d'Antoine se serra. Ce seau l'avait accompagné pendant 20 ans. C'était un objet simple, mais c'était le sien. « Et voici l'avenir !» annonça fièrement Victor en désignant une station de charge dans le coin. Un robot plat, silencieux, d'un blanc immaculé, glissa sur le parquet. Il portait un nom gravé en lettres chromées. Aura X. « Notre dernière création », poursuivit Victor. « Une intelligence artificielle qui cartographie, nettoie et se recharge toute seule. Plus besoin de seau, plus besoin d'efforts inutiles. » Il se tourna vers Antoine, son regard brillant de mépris. « Votre seule tâche sera de vider ces bacs. Vous devriez pouvoir gérer ça, n'est-ce pas ?» Antoine ne dit rien. Il sentit le rouge lui monter aux joues, une humiliation brûlante qui lui piquait les yeux. Il aurait voulu répondre, dire que l'expérience ne se remplace pas par un circuit imprimé, que la main d'un homme verra toujours la saleté qu'une machine ignore. Mais il pensa à Lily. Il pensa à la notification de paiement pour ses médicaments qu'il devait valider sur son téléphone avant midi. Alors, il serra les poings dans les poches de son uniforme et hocha simplement la tête. Il accepta l'humiliation, l'avalant comme un poison amer, pour l'amour de sa petite fille. Il regarda le robot Aura X commencer son balai silencieux et impersonnel, laissant derrière lui une odeur aseptisée, sans âme. Victor Dubois, satisfait de son petit spectacle, retourna à son bureau de verre, déjà absorbé par les notifications qui défilaient sur l'écran de son smartphone dernier cri. Il ne vit pas le regard d'Antoine se poser sur le robot Aura X. Un regard qui n'était plus celui d'un simple agent d'entretien, mais celui d'un expert examinant une machine complexe, décelant déjà une vibration anormale, un léger défaut dans sa trajectoire. Victor, dans son arrogance, ne pouvait pas imaginer une seconde la vérité. Il ne savait pas encore que dans la poubelle, parmi les détritus,
ne se trouvait pas seulement un vieux seau en métal. Il y avait aussi la clé de sa propre destruction, un secret qu'il pensait avoir enterré et que le vieil homme qu'il venait d'humilier connaissait parfaitement. Le robot Aura X glissait sur le sol avec une perfection presque effrayante, son unique œil bleu balayant la pièce. Antoine, lui, ne voyait pas la perfection. Il voyait ce que les autres ignoraient. Une traînée presque imperceptible, un résidu chimique qui, à long terme, attaquerait la protection du parquet. C'était une micro-fissure corrosive, le genre de détail qu'aucune intelligence artificielle ne pouvait encore comprendre, mais que 68 années de vie et 40 ans de métier vous apprenaient à reconnaître. Son instinct, aiguisé par une vie passée à observer les matériaux, lui criait que cette machine, si fière et si chère, était une bombe à retardement pour l'immeuble. Il sentit un poids sur sa conscience. Se taire, c'était laisser un désastre se produire. Parler, c'était risquer la colère de Victor et le travail qui nourrissait sa petite fille. Le lendemain matin, avant l'arrivée de tout le monde, Antoine déposa une enveloppe anonyme sur le bureau de verre de Victor. À l'intérieur, une note écrite d'une main appliquée. Attention, le liquide de l'Aura X laisse un résidu corrosif. Un produit neutralisant est nécessaire pour éviter des dommages permanents. Il avait même ajouté un petit échantillon d'un produit qu'il connaissait, une vieille formule efficace et bon marché. C'était un geste de professionnel, un acte de prévention. Il espérait que le jeune PDG, malgré son arrogance, aurait l'intelligence de comprendre. Il avait tort. Quand Victor découvrit la note, il entra dans une fureur froide. Il la vit non pas comme un avertissement, mais comme une insulte, une attaque directe contre son génie. Devant toute son équipe, il brandit la note. Il y a un saboteur parmi nous, quelqu'un qui a peur du progrès. Il déchira le papier en 1000 morceaux et les jeta à la poubelle. Puis il publia une story sur son compte Instagram, une photo de la note déchirée avec la légende « Les dinosaures essaient de mordre, mais la technologie gagnera toujours ». #AuraX, #innovation. Puis il passa un appel. Sécurité, je veux des caméras supplémentaires dans l'open space. Je veux voir chaque mouvement. L'atmosphère devint glaciale. Antoine se sentait épié en permanence. Chaque geste était scruté par les nouvelles caméras de surveillance. La pression était immense. Puis, le coup de grâce arriva. Un simple SMS du service des ressources humaines, impersonnel et brutal. Suite au dysfonctionnement répété de l'équipement de nettoyage, vos heures de travail sont réduites de moitié à compter de ce jour. Le cœur d'Antoine manqua un battement. La moitié de son salaire. Il sortit son téléphone, ouvrit son application bancaire. Les soldes étaient déjà dangereusement bas. La prochaine facture de l'hôpital pour les soins de Lily arrivait dans 3 jours. Il n'aurait jamais assez. La panique, froide et visqueuse, commença à l'envahir. Il s'isola dans un petit local de rangement, le seul endroit sans caméra, et il sentit les larmes lui monter aux yeux. Il ne pleurait pas pour lui, mais pour cette petite fille courageuse qui comptait sur son grand-père. Ce soir-là, en rentrant dans son petit appartement du quartier de Belleville, un 2 pièces modeste rempli de souvenirs, le désespoir le submergea. Il se sentait inutile, vieux, dépassé. Il n'avait rien de valeur à vendre, rien pour combler le trou béant dans ses finances. Machinalement, il ouvrit une vieille malle en bois qui dormait sous son lit depuis des années. Une odeur de papier jauni et de temps passé lui monta aux narines. C'était la malle de son autre vie, la vie d'avant, avant la tragédie qui l'avait forcé à tout abandonner. Il sortit de vieux dossiers cartonnés, des livres techniques. Sur l'un d'eux, une étiquette jaunie. Ingénieur en système complexe. Il sourit tristement. C'était si loin. Ses doigts parcoururent des schémas, des plans compliqués, des calculs qu'il avait autrefois maîtrisés. Il allait refermer la malle quand un document officiel glissé entre 2 cahiers attira son attention. C'était un papier épais, avec le logo de la République française et un tampon officiel de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. C'était un certificat de brevet. Curieux, il le déplia. Ses yeux parcoururent le titre. Système de nettoyage autocorrecteur à particules ioniques pour surface délicate.
Il fronça les sourcils. Le nom lui disait quelque chose, un écho lointain de son propre esprit créatif. Il regarda la date, 20 ans plus tôt. Puis, son regard se figea sur les schémas techniques annexés au brevet. Il vit la trajectoire, le système de diffusion, le principe de la charge ionique pour capturer la poussière. Une sueur froide perla sur son front. Ses mains se mirent à trembler. Ce n'était pas juste un vieux projet, c'était la technologie exacte, le cœur même du robot Aura X. Chaque détail, chaque innovation qu'il avait imaginée dans la solitude de son garage des années auparavant était là, reproduite dans la machine qui l'humiliait chaque jour. Et tout en bas du certificat de brevet, imprimé en lettres noires et indiscutables, se trouvait le nom de l'inventeur. Son nom. Antoine Lemoine. Le choc fut si violent qu'il dut s'asseoir sur le bord de son lit, le souffle coupé. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un vol. Un vol qui avait fait la fortune de Victor Dubois et qui était en train de détruire sa propre vie. Il comprit alors que ce n'était plus une question de survie, mais de justice. Et ce qu'il tenait dans ses mains n'était pas un vieux papier, mais le début de la chute de Victor Dubois. Le brevet tremblait entre ses doigts. Antoine Lemoine. Ce nom, son nom, imprimé sur ce document officiel, était comme un fantôme revenu du passé pour lui crier la vérité. Le choc initial laissa place à une colère froide, une rage précise et calculatrice qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Victor Dubois ne s'était pas contenté de le mépriser. Il avait bâti son empire sur les ruines de sa vie, sur le fruit de son intelligence. Chaque sourire arrogant de Victor, chaque story Instagram où il se vantait de son génie innovant, était un mensonge éhonté. Antoine comprit alors que le combat avait changé de nature. Il ne s'agissait plus seulement de payer les soins de Lily, mais de reprendre ce qui lui avait été volé. Son honneur, son invention, sa dignité. Le vieil homme effacé laissa place à l'ingénieur qui sommeillait en lui. Un esprit brillant, prêt à se battre pour la vérité. Dès le lendemain, son attitude au travail changea. Extérieurement, il était le même Antoine, courbé et silencieux, vidant les bacs du robot Aura X, mais intérieurement, il était en mission. Chaque jour, il observait, il écoutait, il enregistrait. Son vieux smartphone, autrefois simple outil de communication, devint son arme secrète. Il activa discrètement la fonction d'enregistrement audio chaque fois que Victor passait près de lui, capturant des bribes de conversations téléphoniques où le jeune PDG se vantait de la façon dont il avait optimisé certains coûts de production. Des termes techniques qui, pour Antoine, sonnaient comme des aveux de plagiat. Il photographiait discrètement les documents laissés sur les bureaux, les schémas, les rapports de performance de l'Aura X, qui montraient clairement les mêmes failles de conception qu'il avait lui-même identifiées dans ses prototypes 20 ans plus tôt. Pendant ce temps, l'arrogance de Victor ne connaissait plus de limites. Encouragé par le silence apparent d'Antoine, il le prenait pour cible de plus en plus souvent. Un jour, devant des clients importants, il lança « Antoine est notre mascotte. La preuve vivante du monde que nous laissons derrière nous. » Les rires fusèrent, polis, mais cruels. Antoine encaissa, le visage impassible, mais à l'intérieur, chaque humiliation renforçait sa détermination. Il fit une capture d'écran de la story Instagram de Victor où il posait devant une nouvelle voiture de sport. Acheté le jour même où Antoine recevait une notification de sa banque l'informant que son compte était à découvert. Le contraste était saisissant, brutal. Il sauvegardait tout dans un dossier sécurisé sur son téléphone, un dossier qu'il nomma sobrement « Justice ». Un soir, alors qu'il nettoyait tard, il remarqua une jeune femme, une ingénieure nommée Chloé, qui travaillait encore sur son ordinateur. Elle semblait frustrée, tapant avec colère sur son clavier. Antoine s'approcha doucement. « Un problème avec la machine ?» demanda-t-il, sa voix douce contrastant avec le bruit des touches. Chloé sursauta, puis le regarda avec des yeux fatigués. « C'est l'Aura X, dit-elle. Il y a une surchauffe du processeur que personne n'arrive à expliquer. Victor veut qu'on ignore le problème pour ne pas retarder le lancement international, mais c'est dangereux. » Antoine hocha la tête, comme s'il s'y attendait.
Il se pencha et murmura une seule phrase technique, une suggestion précise concernant l'alliage du dissipateur thermique. Avez-vous essayé un compensateur au tellure? Ça stabiliserait la conductivité. Chloé le dévisagea, stupéfaite. C'était une solution complexe, une idée qu'aucun de ses collègues, tous sortis des plus grandes écoles, n'avait envisagée. Comment un simple agent d'entretien pouvait-il connaître ça? Comment savez-vous ça? Balbutia-t-elle. Antoine lui adressa un regard profond, un regard qui en disait long sur les secrets qu'il portait. J'ai eu une autre vie avant celle-ci, répondit-il simplement. Cette phrase fit son chemin dans l'esprit de Chloé. Le lendemain, elle commença à observer Antoine différemment. Elle vit l'intelligence dans ses yeux, la précision de ses gestes. Elle se souvint des humiliations constantes de Victor. Une graine de doute fut plantée. La semaine suivante, Victor commit l'erreur fatale. Ils convoquèrent Antoine dans son bureau pour lui signifier une nouvelle réduction de ses heures, le poussant au bord du gouffre. « Écoutez Antoine, commença-t-il, son ton faussement compatissant. Je sais que c'est difficile, mais l'entreprise doit évoluer. Peut-être que ce travail n'est plus pour vous, vous êtes fragile. » Antoine savait qu'il était enregistré par les caméras du bureau, mais il avait aussi son propre enregistreur audio activé dans sa poche. « Je ne suis pas fragile, monsieur Dubois, je suis compétent. Peut-être plus que vous ne le pensez. » Victor éclata d'un rire méprisant. « Compétent, pour vider des poubelles. Ne me faites pas rire. Votre époque est révolue, acceptez-le. » Il ne savait pas que chaque mot était une preuve de plus qui s'ajoutait au dossier d'Antoine. Plus tard dans la journée, Chloé, de plus en plus suspicieuse, aborda Antoine dans le couloir. « J'ai essayé votre suggestion pour le dissipateur thermique. Ça a marché, dit-elle à voix basse. Victor s'est attribué tout le mérite, bien sûr, mais je sais que ça venait de vous. Qui êtes-vous, Antoine ?» Antoine hésita un instant. Il regarda le visage honnête et intelligent de la jeune femme. Il avait besoin d'une alliée, de quelqu'un à l'intérieur. Il prit une décision. « Venez chez moi ce soir. J'ai quelque chose à vous montrer. » Ce soir-là, dans son modeste appartement, il étala sur la table de la cuisine le brevet, les photos, les captures d'écran, et fit écouter les enregistrements audio. Le visage de Chloé passa de l'incrédulité à la colère, puis à une détermination farouche. « C'est un monstre, » murmura-t-elle. « Il a volé votre vie. » Elle sortit son propre ordinateur portable. « Je peux vous aider. J'ai accès à tous les serveurs, à tous les emails internes. On va le faire tomber. » Antoine la regarda, et pour la première fois depuis des mois, il sentit une lueur d'espoir. Il n'était plus seul. Le moment de la vérité approchait, et il serait bien plus terrible que Victor Dubois ne pouvait l'imaginer. L'alliance entre Antoine et Chloé fut scellée ce soir-là, dans le silence de l'appartement modeste, autour d'une tasse de tisane et d'un ordinateur portable contenant assez de preuves pour faire imploser un empire. Chloé, avec son accès privilégié au serveur de l'entreprise, devint les yeux et les oreilles d'Antoine à l'intérieur de la forteresse de verre de Victor. Chaque soir, elle lui envoyait via une messagerie cryptée des captures d'écran d'emails compromettants, des fragments de code qui prouvaient la copie servile de la technologie d'Antoine, et même des factures internes montrant comment Victor avait détourné des fonds pour financer son style de vie extravagant. Toutes ces preuves étaient immédiatement téléchargées par Antoine sur un service de stockage en ligne sécurisé, un coffre-fort numérique invisible et indestructible. Il savait que le temps jouait contre lui. La santé de Lily se dégradait et la dernière notification de l'hôpital était un ultimatum. Sans un acompte substantiel sous 48 heures, il devrait suspendre le traitement expérimental. La peur lui tordait les entrailles, mais sa détermination était plus forte. Il devait tenir. Le coup de grâce, l'humiliation suprême, arriva un vendredi après-midi. Victor Dubois, euphorique, venait de signer un contrat de plusieurs millions d'euros avec un fonds d'investissement international. La nouvelle tournait en boucle sur les chaînes d'information économique. Pour célébrer, il organisa une réception improvisée dans l'open space, avec champagne et petits fours. Il était au sommet de son monde, rayonnant d'arrogance. C'est à ce moment-là qu'il aperçut Antoine, en train de nettoyer discrètement dans un coin, essayant de se faire oublier. Une idée cruelle germa dans son esprit.
Il frappa dans ses mains pour attirer l'attention. « Mes amis, un instant s'il vous plaît !» La musique baissa, les conversations s'arrêtèrent. Tous les regards se tournèrent vers lui, puis vers Antoine. Aujourd'hui, nous célébrons le futur, l'innovation, le succès. Mais il est aussi important de se souvenir d'où nous venons, de ce que nous laissons derrière nous. Il fit un geste en direction d'Antoine. « Antoine, venez ici. » Le vieil homme sentit son sang se glacer. Il ne voulait pas de cette attention, pas de cette humiliation publique. Mais tous les yeux étaient sur lui. Lentement, il posa son chiffon et s'avança, le dos droit malgré le poids du monde sur ses épaules. Victor posa une main sur son épaule, un geste faussement paternaliste qui était en réalité une prise de possession. Antoine ici présent a passé sa vie à frotter des sols. Un travail honnête, bien sûr, mais un travail du passé. Et aujourd'hui, grâce à l'Aura X, même ce travail est devenu obsolète. C'est le progrès, mes amis. C'est inévitable. Il sortit alors une enveloppe de la poche de son veston. Et parce que nous sommes une entreprise avec un cœur, nous n'allons pas simplement le mettre à la porte. Antoine, voici votre dernier chèque, et une petite prime pour vous remercier de vos services. Vous êtes officiellement à la retraite. Il tendit l'enveloppe à Antoine. La somme était ridicule, une insulte. C'était un licenciement déguisé, exécuté devant une audience, pour le pur plaisir du spectacle. Le silence dans la pièce était total. Certains employés avaient un rictus de gêne, d'autres fixaient le sol. Antoine regarda Victor droit dans les yeux. Il ne voyait plus un jeune PDG arrogant, mais un voleur, un homme vide qui avait construit sa fortune sur le malheur des autres. Il prit l'enveloppe, sans un mot. Il semblait brisé, vaincu. C'est exactement ce que Victor voulait. Il voulait que tout le monde voie le vieil homme accepter sa défaite. Mais ce que personne ne vit, c'est la lueur d'acier dans le regard d'Antoine. Il n'était pas brisé, il était prêt. Il savait que Chloé, depuis son bureau, filmait toute la scène avec la caméra de son ordinateur portable. Un enregistrement qui serait la pièce maîtresse de leur dossier. Alors qu'il se tournait pour partir, sa vie de labeur se terminant par une humiliation, Victor lui lança une dernière pique. « Au fait, Antoine, j'ai entendu parler des problèmes de santé de votre petite fille. C'est vraiment dommage. J'espère que cette petite somme vous aidera à lui acheter quelques jouets. » Cette phrase, cette attaque directe contre ce qu'il avait de plus cher au monde, fut l'étincelle qui alluma l'incendie. La douleur laissa place à une froide résolution. Antoine ne répondit pas. Il se contenta de marcher vers la sortie, la tête haute. En passant devant le grand tableau blanc où les ingénieurs écrivaient leurs équations, il s'arrêta un instant. Il prit un feutre et, d'une main qui ne tremblait pas, il écrivit une seule, longue et complexe équation différentielle. C'était la solution mathématique au problème de surchauffe de l'Aura X. Une formule d'une élégance et d'une complexité que seuls quelques experts au monde pouvaient comprendre. Il laissa le feutre tomber et sortit sans un regard en arrière. Chloé, qui avait tout vu, comprit immédiatement la signification de ce geste. C'était une signature. C'était un défi. C'était la preuve irréfutable de son génie. Elle prit une photo du tableau blanc avec son téléphone avant que quiconque ait le temps de réagir. Dehors, sous la pluie fine de Paris, Antoine s'arrêta. Il sortit son téléphone. Il avait une notification de Chloé. Vidéo et photos reçues. Tout est prêt. Il ouvrit ensuite le dossier Justice. Il le compressa et l'envoya à une adresse e-mail. Celle d'un célèbre journaliste d'investigation que Chloé avait contacté. Le journaliste avait déjà répondu « J'ai tout ». L'article paraîtra demain à 9h, juste avant l'ouverture de la bourse. Antoine prit une profonde inspiration. L'air froid lui brûlait les poumons, mais il se sentait étrangement calme. Il avait tout perdu. Son travail, sa dignité, et bientôt peut-être l'espoir de sauver Lily. Mais il avait planté les graines de la vengeance. Demain, Victor Dubois se réveillerait au sommet du monde. Demain soir, il serait au fond du gouffre. Demain, ils apprendraient tous qui était vraiment Antoine Lemoine. Le masque allait enfin tomber. La nuit qui suivit le licenciement d'Antoine fut longue et silencieuse. Il ne dormit pas.
Assis à sa table de cuisine, la seule lumière provenant de l'écran de son ordinateur portable, il repassa chaque détail du plan, chaque pièce du puzzle qu'il avait si patiemment assemblé avec Chloé. Le dossier numérique Justice était désormais entre les mains du journaliste, Marc Havas, un homme réputé pour son intégrité et sa ténacité. Un simple message de sa part confirmait la réception. Dossier explosif. Nous vérifions les dernières sources. L'article sera une bombe. Tenez-vous prêts. Antoine sentait un mélange étrange de peur et d'excitation. Il jouait sa dernière carte. S'il échouait, il perdrait tout. Et Victor Dubois, plus puissant que jamais, s'assurerait qu'il ne se relève jamais. Mais s'il réussissait, ce n'était pas seulement sa propre justice qu'il obtiendrait, mais celle de tous ceux que Victor avait écrasés sur son chemin. Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, dans son penthouse avec vue sur la Tour Eiffel, Victor Dubois célébrait. Il était entouré de ses jeunes loups, de financiers et d'influenceurs. Le champagne coulait à flots. Il leva sa coupe. À Laura X et à la fin des dinosaures. Les rires fusèrent. Il se sentait invincible. Le licenciement public d'Antoine avait été la cerise sur le gâteau. Une démonstration de force qui, pensait-il, avait assis son autorité. Il publia une dernière story sur Instagram. Une vidéo de la fête avec en fond sonore une musique triomphante et le hashtag « The future is now ». C'était son dernier acte d'arrogance. Et il ne savait pas qu'il fournissait à Marc Havas l'image parfaite pour illustrer le contraste saisissant de son futur article. Le lendemain matin, le samedi, Antoine se réveilla avec le soleil. Il se sentait étrangement calme. La peur avait disparu, remplacée par une résolution glaciale. C'était le jour J. Il reçut un message de Chloé. Il a organisé une conférence de presse surprise à 10h au siège. Il va annoncer le lancement mondial de Laura X. Tous les grands médias seront là. C'est notre moment. C'était encore mieux que ce qu'ils avaient espéré. Un suicide public. Antoine répondit « Parfait. » « Dis à Marc de se préparer, je serai là. » Il enfila non pas son vieil uniforme bleu, mais un costume simple mais digne, celui qu'il portait autrefois lors de conférences d'ingénierie. Il regarda son reflet dans le miroir. Il ne voyait plus un vieil homme fatigué, mais Antoine Lemoine, l'inventeur. Il se sentait prêt. De son côté, Victor était en pleine effervescence. Il répétait son discours devant un miroir, un discours rempli de mots grandiloquents sur l'innovation, la disruption et sa propre vision géniale. Il était tellement absorbé par sa propre gloire qu'il ne remarqua pas le mail urgent de son directeur technique. Un mail qui contenait en pièce jointe la photo de l'équation laissée par Antoine sur le tableau blanc, avec ce simple commentaire « C'est la solution ». D'où vient-elle ? Victor ignora le mail, le classant mentalement comme un détail sans importance. Son seul souci était la lumière des projecteurs et les applaudissements à venir. Il passe un dernier appel à son avocat. « Je veux que vous envoyiez une mise en demeure à ce vieil homme, Antoine, pour diffamation. Juste pour le principe. Qu'il comprenne bien qu'on ne me défie pas. » L'avocat, un homme aussi peu scrupuleux que son client, accepta avec un sourire. Cette mise en demeure, envoyée par mail, fut immédiatement transférée par Antoine à Marc Havas. C'était la dernière preuve, l'ultime démonstration de la cruauté et de l'acharnement de Victor. L'article était désormais blindé. À 9h précises, comme promis, la bombe explosa. L'article de Marc Havas fut mis en ligne sur le site de son journal, l'un des plus lus de France. Le titre était dévastateur. Laura X, l'incroyable histoire d'un empire bâti sur un vol technologique et une vie brisée. L'article était un chef-d'œuvre de journalisme d'investigation. Il présentait les preuves point par point. Le brevet original d'Antoine, les captures d'écran des emails internes, les schémas comparatifs, les enregistrements audio des humiliations et même la vidéo du licenciement filmée par Chloé. L'article se terminait sur la photo de l'équation laissée sur le tableau blanc, la signature silencieuse d'un génie spolié. L'effet fut instantané. Le lien vers l'article se propagea sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Le hashtag « Justice pour Antoine » devint viral en quelques minutes.
Les téléphones des journalistes présents dans la salle de conférence de presse commencèrent à vibrer frénétiquement. Victor, qui s'apprêtait à monter sur scène, vit les visages autour de lui se décomposer. Son directeur de la communication se précipita vers lui, le visage livide, un téléphone à la main. « Victor, il y a un problème, un très gros problème. » Victor arracha le téléphone de ses mains et lut le titre. Son visage perdit toute couleur. Le monde qu'il avait construit, ce château de cartes de mensonges et d'arrogance, était en train de s'effondrer en direct sous ses yeux. Au même moment, la porte principale de l'immeuble s'ouvrit. Antoine Lemoine entra, non pas par l'entrée de service, mais par le grand hall. Il marchait lentement, avec une dignité retrouvée. Il n'était pas venu pour se venger, mais pour réclamer ce qui lui appartenait. Il n'était plus une victime. Il était le juge, le jury et le bourreau de l'empire de Victor Dubois. Dans quelques minutes, il allait se retrouver face à l'homme qui avait détruit sa vie. Et le monde entier allait regarder. La salle de conférence était un chaos silencieux. Les journalistes, au lieu de préparer leurs questions sur le lancement mondial de l'Aura X, lisaient frénétiquement l'article de Marc Havas sur leur téléphone et leur tablette. Des murmures choqués parcouraient l'assemblée. Victor Dubois se tenait sur le côté de la scène, le visage aussi blanc que le robot immaculé exposé derrière lui. Il tremblait, incapable de comprendre la vitesse à laquelle son monde s'effondrait. C'est à cet instant précis que les portes à double battant de la salle s'ouvrirent. Antoine Lemoine entra. Il ne portait pas son uniforme bleu d'agent d'entretien, mais un costume sombre qui lui donnait une allure de dignité et d'autorité. Tous les regards se tournèrent vers lui. Un silence de mort tomba sur la salle. Il marcha lentement, sans précipitation, jusqu'au pied de la scène. Il ne regarda personne d'autre que Victor. Le jeune PDG, piégé sous les lumières des projecteurs, recula d'un pas, comme s'il avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffla-t-il, sa voix à peine audible. « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient », répondit Antoine d'une voix calme, mais qui porta dans toute la salle. Marc Havas, le journaliste, se leva alors de son siège au premier rang. « Monsieur Dubois, pouvez-vous commenter les accusations de plagiat et de fraude détaillées dans mon article ? Avez-vous volé le brevet de monsieur Antoine Lemoine ?» La question était une détonation. Victor, paniqué, tenta de reprendre le contrôle. « C'est absurde. C'est une campagne de diffamation orchestrée par un vieil homme aigri que j'ai dû licencier pour incompétence. » Mais ses paroles sonnaient faux. La panique dans ses yeux le trahissait. C'est alors que l'écran géant derrière lui, qui devait diffuser la publicité triomphante de l'Aura X, s'alluma. Mais ce ne fut pas une publicité qui apparut. Ce fut le visage de Chloé, filmé depuis son bureau. Elle avait pris le contrôle du système de projection. « Bonjour à tous », dit-elle d'une voix claire et assurée. « Je m'appelle Chloé Martin, je suis ingénieure ici, et je ne peux plus me taire. Ce que dit cet article est la stricte vérité, et j'ai d'autres preuves. » L'écran se divisa en deux. À gauche, on voyait le brevet original d'Antoine, daté et tamponné. À droite, un email interne envoyé par Victor à son équipe de développement, 2 ans plus tôt, avec le brevet d'Antoine en pièces jointes et ce simple ordre. Copiez ça, améliorez le design, mais gardez la technologie de base. Et assurez-vous que le nom de l'inventeur original n'apparaisse nulle part. Un hoquet de stupeur parcourut la salle. C'était la preuve irréfutable. Le pistolet fumant. Victor regarda l'écran, puis Chloé qui le fixait depuis son bureau via la caméra, et enfin Antoine, qui se tenait en bas de la scène, impassible. Il était piégé. « C'est un montage !» hurla-t-il. « Elle est de mèche avec lui. Sécurité, sortez-les d'ici. » Mais personne ne bougea. Les agents de sécurité regardaient la scène, aussi fascinés que les journalistes. L'écran changea de nouveau. Cette fois, c'était la vidéo du licenciement d'Antoine, filmée par Chloé. La salle entière entendit la voix méprisante de Victor. « Votre époque est révolue. J'espère que cette petite somme vous aidera à lui acheter quelques jouets. » L'humiliation publique, la cruauté de la référence à sa petite fille malade, tout était là, exposé aux yeux du monde. Une vague de dégoût traversa l'audience. Les flashs des appareils photo crépitaient, immortalisant le visage décomposé de Victor. Puis, ce fut au tour de l'enregistrement audio.
La voix de Victor, claire et nette, résonna dans les haut-parleurs. Compétent, pour vider des poubelles. Ne me faites pas rire. Chaque preuve était un clou de plus dans le cercueil de sa réputation. Antoine monta alors les quelques marches qui le séparaient de la scène. Il se plaça devant le pupitre, face aux journalistes, face au monde. Il prit un micro. « Mon nom est Antoine Lemoine », commença-t-il. « Il y a 20 ans, j'étais ingénieur. J'ai inventé une technologie qui aurait pu changer beaucoup de choses, mais la vie m'a forcé à abandonner mes rêves. J'ai cru que cette partie de ma vie était terminée. Je me suis trompé. » Il se tourna vers Victor qui le regardait avec des yeux remplis de haine et de peur. « Cet homme n'a pas seulement volé mon travail, il a volé l'espoir de ma petite fille, Lily, qui se bat pour sa vie à l'hôpital. Chaque million qu'il a gagné, chaque voiture de sport qu'il a achetée, chaque coupe de champagne qu'il a bu, il l'a fait avec l'argent qui aurait dû servir à la soigner. » Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « La technologie sans humanité n'est rien d'autre qu'une machine vide, et un homme sans honneur n'est rien d'autre qu'une coquille vide. » Il se tourna de nouveau vers l'audience. « Je ne demande pas la pitié, je demande la justice. » À cet instant, un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Les journalistes, les techniciens, même certains employés de Victor, tous se levèrent pour acclamer cet homme digne et courageux. Le hashtag Justice pour Antoine explosa sur les réseaux sociaux, accompagné de la vidéo de son discours qui était retransmise en direct par plusieurs médias. Victor, comprenant que tout était perdu, tenta de fuir par une porte de service. Mais 2 hommes en costume l'attendaient. Des enquêteurs de la brigade financière, alertés par le journaliste. « Monsieur Dubois, nous avons quelques questions à vous poser. » La chute fut totale, brutale et publique. Alors que Victor était emmené, le visage caché sous sa veste, Antoine restait sur scène, sous les applaudissements. Chloé le rejoignit, les larmes aux yeux. Il la prit dans ses bras. « On a réussi », murmura-t-elle. « Oui », répondit Antoine, une seule larme roulant sur sa joue. « On a réussi. » La vérité avait enfin éclaté, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le monde venait de découvrir qui était vraiment Antoine Lemoine, et la justice, bien que tardive, commençait enfin son œuvre. L'onde de choc de la conférence de presse fut un tsunami médiatique. En quelques heures, l'histoire d'Antoine Lemoine, l'inventeur spolié, fit le tour du monde. Les chaînes d'information en continu diffusaient en boucle les extraits de son discours poignant et les images de l'arrestation de Victor Dubois. La chute de l'empire Aura X fut aussi rapide et brutale que son ascension avait été fulgurante. Le lundi matin, à l'ouverture de la bourse, l'action de l'entreprise s'effondra, perdant 90% de sa valeur avant que la cotation ne soit suspendue. Les investisseurs, furieux d'avoir été trompés, se retournèrent contre Victor, l'accablant de poursuites judiciaires. Pour Victor Dubois, ce ne fut que le début de la fin. Confronté à des preuves accablantes, il fut condamné pour fraude, contrefaçon de brevets et abus de confiance. Son penthouse, ses voitures de sport, tous ses biens furent saisis pour rembourser les dettes et dédommager les victimes. L'image du jeune génie arrogant fut remplacée par celle d'un criminel en col blanc. Sa photo faisant la une des journaux, non plus pour ses succès, mais pour sa déchéance. Il perdit tout, sa fortune, sa réputation, ses amis. Il était devenu le paria que lui-même avait essayé de faire d'Antoine. Pour Antoine et Chloé, en revanche, ce fut le début d'une nouvelle vie. Le conseil d'administration de l'entreprise, entièrement remanié, nomma Antoine consultant expert avec pour mission de redresser la société sur des bases saines et éthiques. Chloé fut promue directrice du département recherche et développement. Ensemble, ils retravaillèrent la technologie de l'Aura X, corrigeant ses défauts et l'améliorant au-delà de ce que Victor aurait pu imaginer. L'entreprise, rebaptisée Lemoine Innovation, devint un symbole de résilience et d'intégrité. Mais la plus grande victoire d'Antoine fut personnelle. Avec les dommages et intérêts colossaux qu'il reçut, la première chose qu'il fit fut de garantir les meilleurs soins possibles pour sa petite fille. Le traitement expérimental, entièrement financé, fit des merveilles. Quelques mois plus tard, Lily était en rémission complète. Une petite fille pleine de vie dont le rire illuminait les jours de son grand-père. L'histoire d'Antoine inspira le pays tout entier.
Un éditeur lui proposa d'écrire son autobiographie, qui devint un best-seller international traduit en 20 langues. Une grande plateforme de streaming, Netflix, acheta les droits pour en faire une mini-série acclamée par la critique. Antoine, autrefois invisible, était invité dans les universités et les conférences pour parler d'éthique dans la technologie, de résilience et de la valeur de l'expérience. Il ne le faisait pas pour la gloire, mais pour transmettre un message. Ne jamais sous-estimer personne. Avec une partie de sa nouvelle fortune, il créa la fondation Lily Lemoine, une organisation dédiée à aider les familles d'enfants malades à financer leurs soins et à soutenir la recherche médicale. Le vieux seau en métal, qu'il avait récupéré dans la poubelle le jour de son licenciement, trônait désormais dans le hall d'entrée de la fondation. Non pas comme un souvenir de l'humiliation, mais comme un rappel que la dignité se trouve dans le travail honnête, et que même les objets les plus modestes peuvent être les témoins des plus grandes victoires. 3 ans plus tard, la vie a trouvé un nouvel équilibre. Antoine, bien que toujours consultant, passe la plupart de son temps avec Lily, lui apprenant les secrets des étoiles avec un télescope qu'il a construit lui-même. Chloé, devenue une des figures les plus respectées de la tech française, a trouvé l'amour et attend son premier enfant. Ils sont restés des amis inséparables. L'histoire d'Antoine a même eu un impact législatif. Une nouvelle loi, surnommée la loi Lemoine, a été votée pour mieux protéger les inventeurs indépendants contre le vol de propriété intellectuelle par les grandes entreprises. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit au cœur.